Voici une toute petite application, si vous voulez, qui consiste à associer à chaque représentation de Fresnel, à chaque construction de Fresnel, un oscillogramme qui lui convient. Donc, je m'explique. Nous avons alors ici, donc dans la question, on va associer à chaque schéma de Fresnel, les 3 schémas qu'on vient de voir, on va leur associer des oscillogrammes qui représentent pour chaque cas 2 courbes. Une courbe qui est associée à U de t et une courbe qui est associée à UR de t. Alors, premier schéma. Ce schéma-là devrait correspondre à un schéma de Fresnel assez particulier. Que pensez-vous alors ici des 2 courbes qui représentent U et UR? Je rappelle que si les 2 courbes U et UR qui sont dans ces conditions-là en phase, cela veut dire bien entendu que U et I sont aussi en phase, étant donné que UR, d'après la loi d'Ohm, comment s'écrit UR? Elle s'écrit de la façon suivante. Voici UR, qui est, d'après la loi d'Ohm, est égal à R fois I. Donc, UR et I sont 2 fonctions qui sont en phase. Donc, forcément, si U et UR sont en phase, cela veut dire que U et I sont en phase. Rappelez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure. Lorsque les 2 fonctions sont en phase, lorsque le déphasage est nul, ça correspond à un circuit à la résonance d'intensité. Voici le circuit à la résonance d'intensité. Deuxième cas, où les 2 courbes sont décalées. Donc, 2 courbes sont décalées. Forcément, les 2 fonctions U et UR sont déphasées. Là, nous remarquons bien que c'est la courbe qui a l'amplitude la plus petite, à savoir C', qui est en avance de phase. Et C' représente la tension aux bornes du résistor. Donc, c'est la tension aux bornes du résistor qui est en avance de phase. Donc là, nous avons un circuit qui est capacitif, étant donné que phi de U moins phi de I est négatif. Donc, c'est un cas où le déphasage est négatif, circuit capacitif. Troisième cas de figure. Les 2 fonctions sont toujours, les 2 courbes sont toujours décalées, les fonctions sont déphasées. Là, c'est plutôt U qui est en avance de phase. Donc, lorsque U est en avance de phase, par définition, le déphasage entre U et I, entre U et UR, est un déphasage positif. Déphasage positif, rappelez-vous, c'était le premier cas où le circuit il était inductif. Donc, pour reconnaître alors maintenant un circuit inductif ou bien un circuit résistif ou bien même un circuit à la résonance d'intensité, il suffit de regarder, bien entendu, le déphasage. Une toute petite remarque, c'est que vous remarquez bien alors ici que pour les 3 cas, nous avons toujours le max de la tension imposée par le GBF est plus grand que le max imposé par le résistor, la tension du résistor, sachant que là, on a travaillé avec la même déviation verticale, cela veut dire avec la même échelle. Je rappelle alors ici que le max du résistor est le suivant. Regardez bien. Donc là, nous avons UR max qui est égal toujours à Z fois I max. Le Z du résistor, c'est grand R fois I max. Par contre, la tension maximale du GBF est égale à Z fois I max. Je vous rappelle quand même quelle est l'expression de Z. C'est racine carrée de grand R total au carré, grand R plus petit r au carré, plus L oméga E moins 1 sur C oméga E, le tout au carré, fois, bien entendu, I max. Vous remarquez bien alors ici que cette tension maximale du GBF est toujours supérieure à celle du résistor. Quand même, il y a un cas vraiment très particulier. Dans le cas où nous sommes à la résonance, ce terme-là, il peut être annulé. Et s'il n'y a pas de résistance interne dans la bobine, quand même, les 2 tensions vont avoir la même valeur. Mais d'une manière générale, la tension maximale du GBF est plus grande que la tension maximale du résistor. Donc, c'est pour cela, alors ici, on peut se fier aux valeurs maximales. On doit se fier aux valeurs maximales parce que vous avez remarqué ici que le déphasage, donc, il ne garde pas le même signe. Il peut être soit positif, soit négatif. Donc, pour reconnaître les 2 courbes, il ne faut jamais se fier au déphasage, sauf si vous connaissez la nature du circuit, ça c'est autre chose. Mais avec les valeurs maximales, vous pouvez vous en sortir. Donc, nous passons à autre chose. Alors, l'encadrement du déphasage maintenant. Si on essaie de revoir les
trois schémas de Fresnel, les trois constructions, nous remarquons bien que le déphasage peut être parfois positif, parfois négatif, circuit capacitif ou bien circuit inductif. C'est pour cela ici qu'il faut noter, c'est très important, que le déphasage entre la tension excitatrice et l'intensité du courant est un déphasage qui peut être soit positif, soit négatif. D'ailleurs, il est compris strictement entre moins pi sur 2 radians et plus pi sur 2 radians. Attention, on ne doit pas sortir de ce domaine. La suite. Alors là, on va chercher les expressions de Imax et de delta phi. Pour chercher les deux expressions, et là, c'est notre objectif essentiel, on doit utiliser la construction de Fresnel. Rappelez-vous, il faut localiser dans l'une des constructions qui correspond soit à un circuit inductif ou bien qui correspond à un circuit capacitif, il faut localiser un triangle rectangle. En localisant un triangle rectangle et en utilisant la relation de Pythagore, on obtient alors ici les expressions suivantes. Tout d'abord, l'expression de Imax qui est égale à Umax sur l'impédance Z. Je rappelle que n'importe quelle tension maximale devrait être écrite de la façon suivante. Umax égale à Z fois Imax. Donc, Imax égale à Umax sur Z. Voici l'impédance d'une portion RLC, alors qui est égale à grand R, l'impédance, qui est égale à grand R plus petit r au carré, plus L oméga E moins 1 sur T oméga E au carré. Donc, si vous avez à calculer un jour Imax, vous pouvez le calculer de cette façon-là, si vous avez les valeurs numériques, bien entendu. Sinon, donc, vous allez faire l'application suivante. Maintenant, le déphasage. Le déphasage entre U et I, là, il faut utiliser la tangente, sachant que nous sommes dans un triangle rectangle. Vous avez le droit d'utiliser tangente, sinus ou bien cosinus. Tangente est la plus simple, je pense. Donc, ça nous fait alors ici le rapport suivant, L oméga E moins 1 sur C oméga E sur R plus R. Je rappelle que lorsque vous allez faire les calculs, attention, généralement, je n'ai pas dit toujours, généralement, vous allez obtenir deux déphasages. Un déphasage qui convient et un déphasage qui ne convient pas. Comment alors ici s'en débarrasser du déphasage qui ne convient pas? Vous avez soit l'encadrement du déphasage entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Si vous avez un angle, un déphasage qui sort de ce domaine-là, vous pouvez l'éliminer. Ou bien, si les deux angles, les deux déphasages conviennent, il suffit de choisir soit le cas d'un circuit inductif ou bien le cas d'un circuit capacitif. Je rappelle que pour un circuit inductif, le déphasage est positif, supérieur à 0. Si nous sommes dans le cas d'un circuit capacitif, le déphasage doit être négatif, inférieur à 0. Comme ça, vous pouvez alors ici choisir votre déphasage. On va passer maintenant aux fameuses courbes de résonance, la résonance d'intensité. Alors, voici la courbe qui traduit la variation de Imax en fonction de la fréquence N excitatrice. Nous remarquons bien que Imax atteint une valeur qui est très élevée. C'est la définition exacte de la résonance d'intensité. Cette résonance, rappelez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure, elle est obtenue pour une fréquence qui est égale à la fréquence propre. Elle n'est pas légèrement inférieure, elle est égale. Ça, c'est pour la résonance d'amplitude. Donc, la fréquence, elle est égale exactement à la fréquence propre. Je suis capable alors maintenant de chercher la fréquence propre et elle vaut dans ces conditions-là 318 Hertz. Donc ça correspond à la valeur la plus grande possible, à savoir donc une valeur la plus grande possible en ampères ou bien en milliampères. Bien entendu, si on essaie donc ici de tracer la courbe de résonance pour un amortissement autre, ça veut dire que si on augmente R ou bien on diminue R, parce qu'attention, si la résonance elle est très aiguë ici, c'est une résonance aiguë qui est très dangereuse. Donc, pour éviter le phénomène de la résonance d'intensité aiguë, c'est une résonance très, très élevée là, donc on peut changer la valeur de l'amortissement. Dans ces conditions-là, l'amortissement, ça correspond à la résistance totale du circuit. Eh bien, l'expérience montre que si on augmente la résistance totale du circuit, la valeur maximale, donc ici, va devenir plus atténuée. Et nous obtenons alors ici un phénomène de résonance floue. Je fais le schéma quand même, donc je choisis une certaine couleur assez particulière. Par exemple, je choisis alors ici la couleur noire, et voici la courbe de résonance qui doit être obtenue si on utilise un amortissement assez grand. Donc, si un jour ou l'autre, vous êtes obligé de travailler à la résonance, je vous conseille d'utiliser un amortissement élevé comme ça. Donc, vous allez atténuer le phénomène de résonance, et la résonance, je rappelle qu'elle est obtenue pour une fréquence qui est toujours égale à la fréquence propre. Passons à autre chose. Voici quelques autres représentations de
Fresnel. Attention, donc la représentation que nous venons de voir est une représentation obtenue en présentant les vecteurs dans un ordre assez particulier. On peut changer l'ordre et on peut avoir d'autres constructions. Voici une première construction, par exemple. Je reprends depuis le début, donc la construction. Voici, par exemple, l'axe des phases. Voici, par exemple, le vecteur numéro 1 associé à RI max, comme d'habitude. Attention, donc, puisque ce vecteur-là, il est horizontal, ça correspond à un axe qui correspond à l'axe des phi de I, phase initiale de l'intensité. Premier vecteur, vous remarquez bien ici que je vais décomposer les deux petits vecteurs associés aux deux résistors, hein, le grand résistor et la résistance interne de la bobine. Deuxième vecteur, le vecteur associé au condensateur, étant donné qu'il tourne de moins pi sur 2 dans le sens positif qui est choisi. Hein. Donc, la norme de ce vecteur, c'est I max sur C oméga. Troisième vecteur, on peut revenir au vecteur associé à petit r, résistance interne de la bobine, qui généralement est plus petit que celui de grand R. Hein. Généralement, je ne vais pas dire l'inverse. Donc, ce vecteur-là, sa norme, c'est petit r I max. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bien sûr, il nous reste le vecteur associé à la bobine, à l'inductance de la bobine. Et attention, je ne peux pas représenter n'importe quelle dimension de vecteur, étant donné que ça, c'est l'axe des phi I, et étant donné que, par exemple, la fonction U de t ici, elle va présenter, par exemple, une phase initiale nulle. Je m'explique. Donc, voici, par exemple, U de t qui est égal, supposons que ça vaut, alors ici, U max sinus oméga E fois t. Supposons que nous avons le cas où phi de U est égal à 0. Donc, forcément, votre vecteur qui va être associé à l'inductance de la bobine, il doit arriver au vecteur somme, étant donné que pour clore la construction de Fresnel, donc le vecteur somme va passer par l'axe des phi I. Je reprends alors ceci. Donc, vecteur suivant, vecteur associé à petit r I max, ça on l'a expliqué. Le vecteur associé à la bobine, le voilà. Donc, forcément, il va s'arrêter à ce niveau-là pour pouvoir par la suite tracer la fonction, le vecteur associé à la fonction U de t. Et voici notre fonction U de t qui est représentée avec un vecteur en rouge. Voici alors la valeur maximale correspondante, une autre construction de Fresnel où je n'ai pas respecté l'ordre des vecteurs associés dans l'autre représentation. Autre chose. Autre construction de Fresnel. On commence alors ici par représenter les vecteurs dans un ordre autre que nous avons vu tout à l'heure. Alors, on va essayer donc de définir nos vecteurs. Par exemple, le premier vecteur, c'est celui associé au condensateur. Quelle est la norme de ce vecteur? C'est I max sur C oméga E. Le petit vecteur horizontal qui correspond à l'axe de phi I, regardez bien, ils sont tous les deux parallèles. Le petit, normalement, ça devrait donc correspondre à petit r fois I max. Puis, par la suite, le vecteur associé à la bobine, puisqu'il tourne de plus pi sur 2 par rapport à I max. Donc, ça nous fait L oméga E fois I max. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes en présence d'un circuit capacitif, étant donné que le vecteur associé au condensateur est plus long que le vecteur associé à la bobine. Puis, on termine avec grand R I max, et en fin de compte, le vecteur somme n'est autre que U max, qui doit être obtenu par la construction de Fresnel, et vous avez votre schéma de Fresnel correspondant à une autre situation. C'est un circuit, donc, dans ces conditions-là, capacitif, étant donné que UC max est plus grand que UL max. Je passe à autre chose. Circuit à la résonance d'intensité. Comment reconnaître un circuit à la résonance d'intensité? Il doit y avoir plusieurs conditions. Ce n'est pas la même chose que la résonance de charge. Attention, la résonance de charge est obtenue pour une seule et unique condition, à savoir la fréquence à la résonance est légèrement inférieure à la fréquence propre. Alors que pour un circuit à la résonance d'intensité, il doit y avoir plusieurs propriétés qu'on va donc essayer de citer toutes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un la résonance d'intensité? À la résonance d'intensité, tout simplement, I max est maximal. Vous êtes d'accord avec moi que I efficace devrait être aussi maximal. Puis, alors les propriétés d'une manière générale sont les suivantes. Tout d'abord, vous avez I max qui est maximal ou bien I efficace qui est maximal. Deuxième condition, les deux phases initiales sont égales à 0. Bien entendu, le déphasage est nul. Puis,
vous avez Z qui est égal à grand R plus petit r, qui doit avoir une valeur minimale, étant donné que Z, il est au dénominateur. Et en fin de compte, la condition oméga égale à oméga 0, NE égale à N0, qui se traduit par l'égalité suivante. LC oméga au carré égale à 1. Je rappelle que oméga E égale à oméga 0. Alors, je passe au phénomène de surtension. Qu'est-ce que la surtension? D'après le nom, vous êtes d'accord avec moi qu'il s'agit d'une tension élevée par rapport à l'habitude. Hein? Donc, voici ce que c'est que le phénomène de la surtension. Je lis alors ici la définition. À la résonance d'intensité, la tension aux bornes du condensateur et aux bornes de la bobine peuvent dépasser les tensions ou bien la tension imposée par le GBF. On dit alors ici qu'il y a surtension. Donc, dans certaines conditions, lorsque nous sommes à la résonance d'intensité, ou bien lorsque nous sommes proches de la résonance d'intensité, lorsque la courbe monte vers le haut, les tensions aux bornes du condensateur ou bien de la bobine peuvent dépasser des valeurs, bien prendre des valeurs assez élevées. Nous disons dans ces conditions-là qu'il y a une tension élevée ou bien une surtension. Alors, la tension est élevée si les différents dipôles vont risquer les conséquences, alors ici, de la résonance. Vous avez vu tout à l'heure que pour la résonance d'élongation, dans le cas du pont de Tacoma, la résonance a donné des dégâts qui sont désastreux. Le pont, il a cédé, il a été détruit. En électricité, bien entendu, il va y avoir autre chose. D'une manière générale, donc, il y a un risque de surtension, ce qui engendre ici un risque d'électrocution pour l'opérateur, ou bien donc les appareils ne vont pas supporter de telles tensions maximales et elles vont griller. Je lis alors ici, la surtension est élevée, les différents dipôles vont risquer de griller, risque de claquage du condensateur, donc il va dépasser une valeur donc permise, ou apparition d'étincelles entre les spires de la bobine, et c'est pas bien du tout. Deuxième risque d'électrocution pour l'opérateur. Oui. Le phénomène de surtension est régi par une expression qui n'est autre que le facteur de surtension, qui est égal au rapport de UC sur U. Alors, c'est un rapport de tension efficace. Vous êtes d'accord avec moi qu'il peut s'agir d'un rapport de tension maximale si on multiplie en haut et en bas par racine de 2. Ce rapport-là, qui est égal à 1 sur R total fois C oméga, un développement assez particulier, donne cette expression-là. Si je veux alors maintenant atténuer le facteur de surtension pour un oscillateur donné, cela veut dire que pour une inductance L et pour une capacité C assez particulière, je ne veux pas changer L et C. Alors regardez bien qu'est-ce que je peux faire. Je peux alors ici augmenter la résistance totale du circuit et comme ça le facteur de surtension, donc il va être atténué et on peut dans ces conditions-là éviter le phénomène de surtension. Je souhaite que vous avez bien saisi donc, ce que nous avons dit aujourd'hui. Bonne continuation et bonne chance. Au revoir.